Et là aussi, nous avons atteint nos objectifs. Grâce à ces nouveaux générateurs, Petroamazonas émet si peu de gaz à effet de serre que l'Équateur est en droit d'obtenir des certificats CO2. Ces certificats sont décernés par les Nations Unies pour récompenser les initiatives visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Ils sont revendables et constituent donc une rentrée d'argent supplémentaire. La quantité de gaz associée dans les pipelines est variable. Lorsqu'elle est trop faible, les générateurs commutent automatiquement vers un autre combustible. Mais pourquoi les multinationales pétrolières n'investissent-elles pas plus dans ces nouvelles technologies? L'industrie pétrolière est réticente au changement. Ils ont toujours brûlé les gaz. Et c'est la méthode la plus simple de s'en débarrasser. Si vous voulez utiliser les gaz associés, il faut faire des investissements. Il faut construire de nouvelles centrales électriques et c'est assez complexe. C'est pour ça que le marché est réticent. Pour l'instant, le modèle équatorien n'a pas encore réussi à s'imposer. C'est aussi ce que nous confirment les données satellites de l'administration américaine. Ici, au siège de la NOAA, l'Agence américaine de l'étude des océans et de l'atmosphère, on observe les torchages. Les mesures le montrent. Tous les ans, 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre sont rejetées dans l'atmosphère, en dépit des conséquences dramatiques que cela peut avoir sur le climat. Depuis 2002, la NOAA fournit des données en toute indépendance. Chris Elvidge, directeur de la section chargée des gaz torchés, découvre même de nouvelles torchères au Nigeria. Toute cette zone est couverte de torchères. Les points rouges indiquent celles qui ont été localisées en 2009 et qui n'existaient pas en 2000. Nous pouvons également nous limiter aux observations des 3 dernières années et facilement identifier les nouvelles torchères. Mais on ne peut pas préciser quels sont les groupes pétroliers concernés. Nous regroupons les données sur une année entière. Nos satellites perçoivent des signaux lors de l'émission de gaz. Nous calculons alors une moyenne que nous comparons aux données de référence fournies par les compagnies pétrolières et par les pays qui déclarent leurs émissions de gaz annuellement. Pour obtenir des résultats fiables, ce service dépend donc des données fournies. Avec le Nigeria, la Russie compte parmi les pays où d'énormes quantités de gaz associés sont torchées. À vrai dire, nous n'obtenons aucune donnée de référence de Russie. La plupart de nos chiffres concernent le Nigeria et quelques autres pays. Évidemment, nous serions ravis d'en avoir. Nous pourrions les inclure dans nos études. La Russie a de bonnes raisons pour ne pas révéler ces chiffres. L'État n'a toujours pas signé les accords internationaux sur l'arrêt des torchages. Jusqu'en 2005, le gouvernement a toujours eu recours au brûlage. Mais les émissions polluantes de CO2 ne peuvent plus vraiment rester secrètes. Nous nous envolons pour Nijnevartovsk, en Sibérie occidentale, à la recherche d'indices. C'est ici que se concentre l'essentiel de l'industrie pétrolière russe. Tout autour de nous brûlent des torchères. Aucun nom de société n'est indiqué. Cela nous montre qu'en Russie aussi, ce qui importe est d'extraire le pétrole brut rapidement et à moindre coût. Et cela n'est possible que si le gaz est torché. Après la chute du bloc soviétique, beaucoup d'industries ont fait faillite. La Russie est désormais dépendante de l'exportation de son pétrole brut. C'est ainsi qu'en très peu de temps, le pays s'est hissé au rang de plus grand producteur de pétrole au monde. Nous nous mettons à la recherche des propriétaires des torchères. Sur le site pétrolifère de Samotlor, nous trouvons TNK BP, la filiale russe du pétrolier britannique. BP est membre du Forum de la Banque mondiale pour la réduction des gaz torchés. Se pourrait-il que le groupe transgresse ses propres normes écologiques ici? Nous posons nos questions au siège de BP à Moscou.
Nous avons réduit nos torchages de 97%. Et vous ne trouverez pas de torchères nous appartenant. Nous ne sommes pas les seuls sur place. Il y a d'autres sociétés pétrolières. Et je ne peux pas parler au nom de mes collègues. Nous voulons vérifier ces affirmations. Nous parvenons à rencontrer secrètement un employé de TNK BP sur le site de Samotlor. Notre témoin nous parle de 10 grandes torchères appartenant à TNK BP. Il est révolté par toute cette pollution. D'après lui, on ne se mettra à discuter de l'utilité des gaz associés que lorsque toutes les ressources en gaz naturel seront épuisées. Bien qu'il travaille quotidiennement sur un champ pétrolifère, il n'est pas au courant d'une éventuelle utilisation des gaz associés. Pourtant, BP nous avait bien dit qu'il ne torchait quasiment plus. Nous reposons la question, les gaz associés sont-ils réutilisés ? Dans les environs de Nijnevartovsk, plus précisément sur le site de Samotlor, c'est déjà le cas. Nous produisons de l'énergie à partir de gaz associés. Nous avons développé une technologie qui nous permet d'isoler le gaz dans les canalisations et de le rediriger vers les centrales. Dans ce cas, les conduites de gaz doivent être posées au moment du forage. C'est cela. L'installation se fait au moment du forage. Prend-on réellement des dispositions quant à l'utilisation des gaz lors de nouveaux forages? Sur le site de BP à Samotlor, nous nous faisons passer pour des employés d'une société pétrolière. On est en train d'installer 6 nouveaux derricks là-bas. On est en plein forage. C'est dangereux. Les derricks sont sous très haute pression. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous laisser approcher. Qu'est-ce qui est prévu ici à l'avenir? Est-ce que BP va utiliser les gaz associés ou uniquement le pétrole? Ici, on n'extrait que du pétrole. Et le gaz associé? Il y a bien du gaz associé, mais il n'est pas utilisé. Comment est-ce possible? Même le responsable des forages n'est pas au courant d'une utilisation éventuelle des gaz associés. Visiblement, BP diffuse de fausses informations. Il n'y a pas d'installation moderne comme en Équateur ici. Partout, on travaille encore comme à l'époque soviétique. On attend qu'une canalisation soit entièrement rouillée pour la remplacer. Nous suivons le camion et arrivons à l'entreprise chargée de la modernisation des anciens puits de forage. À notre grande surprise, le panneau d'information indique que cette entreprise a mis au point une technique d'utilisation des gaz associés. Nous avons élaboré un système d'exploitation des gaz associés et nous le proposons depuis des années. Comment se fait-il que les torchères continuent de brûler? Le problème ne peut pas se résoudre si vite. D'abord, il nous faudrait une loi qui interdise le torchage des gaz associés. Il n'y en a pas. On considère les gaz associés comme inutiles. Et pour le moment, ce n'est pas une marchandise négociable. Les sociétés pétrolières peuvent en disposer librement. Il n'y a pas de réglementation. Le torchage ne sera interdit en Russie qu'à partir de 2014. Le ministre russe de l'énergie, Sergueï Shmatko, est à Berlin pour une rencontre amicale avec le commissaire européen à l'énergie, Günther Oettinger. Ils préparent ensemble l'avenir de la politique énergétique russo-européenne. Prévoit-on de sanctionner le torchage des gaz? Je ne crois pas qu'on puisse parler de sanctions contre Moscou ici à Berlin. Nous devons y réfléchir, mais ni vous ni moi n'avons les instruments nécessaires. Je n'aime pas du tout le terme de sanction. Mais j'aime la justice.
La Russie n'est pas uniquement le champion du monde du torchage des gaz associés, comme vous l'avez indiqué. Elle est aussi championne de la production de pétrole. Nous sommes les numéros 1 mondiaux. Comment se fait-il que malgré l'interdiction de l'Union européenne, on puisse acheter de l'essence produite à partir de pétrole issu du torchage? Cela vient du fait que vous et moi, nous avons au moins une voiture que nous utilisons régulièrement et pour laquelle nous faisons le plein une fois par semaine. Il n'existe toujours pas d'autre solution à la mobilité des individus. Tout à l'heure, je vais m'envoler pour Stuttgart et l'avion fonctionne au kérosène. Un porte-conteneur aussi a besoin d'essence. Le pétrole comme source de chaleur est en net recul. Mais en ce qui concerne la mobilité, les cars, les camions, les bateaux, les avions et les automobiles créent des besoins en pétrole, et ce pour de nombreuses années encore. Nous devons accepter que d'autres législateurs tardent à se conformer à nos normes écologiques. Et je ne parle pas ici de cas extrêmes, comme le Venezuela ou la Libye, mais de pays démocratiques et respectables. Ainsi va la vie. Nous aurions volontiers interrogé M. Oettinger sur les normes écologiques de la respectable Russie, mais il n'était pas disposé à répondre à d'autres questions. Pour les hommes politiques aussi, la première préoccupation est le pétrole, avec des conséquences dévastatrices sur l'environnement. La chaleur fait fondre le permafrost. Des millions de tonnes de suie sont balancées dans l'atmosphère et atterrissent dans l'Arctique. Les rayons du soleil ne sont plus reflétés par la glace. Les particules de suie noire absorbent la chaleur et cela conduit à la fonte des glaciers. Des scientifiques ont découvert que le torchage participe ainsi au changement climatique. La couche de suie est responsable de 50% du réchauffement de l'Arctique. Il nous manque pour le moment des informations importantes de l'industrie pétrolière pour savoir combien de tonnes de carbone noir provenant de torchères atterrissent dans l'atmosphère. Et l'État russe ne presse aucunement les multinationales pétrolières de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Que ce soit Rosneft, Total, BP ou Shell, ils ont tous le droit de torcher. Avec l'effondrement de son industrie lourde, la Russie a globalement réduit ses émissions de CO2. Elle a du coup obtenu de nombreux droits d'émission, ces fameux certificats CO2 qu'un gouvernement peut monnayer sur le marché international.